Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une série de textes vraiment percutants, publiés par The American Anti-Corruption Institute, l'AACI. Vous savez, cette organisation dédiée à la lutte anticorruption. Oui, tout à fait. Et cette analyse audio, elle nous est fournie avec leur aimable autorisation, produite via Notebook LM, tout droit réservé 2025. Le thème est crucial, le lien profond, presque viscéral, entre la peur et la corruption qui perdure. C'est un angle essentiel en effet. La série s'intitule Peur et anticorruption, le silence qui nourrit la corruption. C'est une série en 5 parties et nous, aujourd'hui, on va décortiquer la toute première, l'anatomie de la peur, pourquoi les citoyens restent silencieux. Hmm. Mais comme l'oxygène de la corruption, ce qui lui permet de respirer, quoi. Pourquoi tant de gens qui savent, qui voient des choses, choisissent de se taire? C'est vraiment la question centrale. Alors, prêt à plonger? Ah oui, absolument. C'est un sujet fondamental. Et là, ici, il publie ça dans Powers and Accountability. C'est à but éducatif, informatif, bien sûr. L'idée maîtresse, elle est forte. On pense souvent corruption égale avidité et manque d'éthique. Oui, et classiquement. Mais on oublie ce moteur encore plus puissant, la peur. La peur très concrète des conséquences, hein. Perdre son job, sa sécurité, sa réputation, et parfois même pire, sa vie. C'est ça qui paralyse. C'est un point de départ assez frappant. La source dit pas que c'est un facteur, mais le carburant. Ça change vraiment la perspective. C'est plus un effet secondaire, c'est le mécanisme même. Exactement. Et ça nous amène à une autre idée importante du texte. Faut pas juger trop vite ce silence comme une simple lâcheté collective. Ah oui. La source dit que c'est souvent plus compliqué. Quand l'honnêteté est punie et que la malhonnêteté, elle est récompensée ou juste ignorée, se taire, ça devient une stratégie. Une stratégie de survie, un calcul rationnel face au risque. C'est ça le paradoxe qui est dingue, non? Que les infos les plus cruciales sur la corruption, qui, quoi, comment, elles sont souvent chez les gens normaux, les employés de base, bien plus que dans les rapports officiels. Mais ça reste silencieux. C'est tout à fait ça. Ce savoir, potentiellement explosif, il reste coincé, retenu par la crainte. Et pour analyser comment ce silence se maintient, la source, elle propose une grille de lecture assez éclairante. Elle décompose cette peur en 3 dimensions principales. 3 pressions qui s'entremêlent. D'accord. Alors allons-y. La première dimension, si j'ai bien suivi, c'est la plus directe, la plus personnelle, la vulnérabilité personnelle. La peur des représailles si on parle, si on devient lanceur d'alerte. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est la crainte la plus viscérale. Le licenciement, la mise au placard, le harcèlement, la diffamation pour te détruire. Les menaces, parfois physiques, contre toi ou ta famille. C'est terrible. La source utilise une image assez sombre, mais juste. Souvent, les lanceurs d'alerte ne sont pas vus comme des héros, mais comme des victimes, des casualties, des dommages collatéraux du système qu'ils ont osé défier. Cette image de victime, elle est glaçante. Ça suggère que le système s'attend à ce qu'ils échouent. Et la source dit bien que cette peur, c'est pas juste une angoisse vague. Non, et ça c'est crucial, c'est pas de la paranoïa. C'est décrit comme le résultat d'une évaluation lucide, souvent froide, des risques réels. Quand tu vois ce qui est arrivé aux autres avant toi, quand tu vois l'impunité de ceux qui fraudent, le calcul est vite fait. Logique implacable, en fait. D'un point de vue plus large, ça montre comment le système lui-même peut activement décourager l'intégrité. Le coût de l'honnêteté devient juste trop élevé. Ce qui m'amène à me demander si cette vulnérabilité est si concrète. Qui de protection? Les lois sur les lanceurs d'alerte, les machins de signalement. C'est là qu'arrive la deuxième dimension, c'est ça? L'indifférence institutionnelle. Précisément. Et ça, c'est peut-être le plus démoralisant. Le problème, c'est pas toujours qu'il n'y a rien sur le papier. Souvent, il y a des lois, des chartes éthiques, des hotlines. Oui, des vitrines. Le vrai problème, d'après Larassi, c'est le gouffre entre ce qui est affiché et l'application réelle. Ça échoue, mais de manière spectaculaire parfois. La source donne des exemples, je crois, pour que ce soit moins abstrait. Oui, et ils sont parlants. Des programmes de protection des témoins qui existent, mais sans budget, donc inutiles. Ah oui. Ou ces fameuses lignes éthiques internes qui atterrissent 10 valets sur le bureau de quelqu'un de compromis, ou encore des journalistes qui sortent une affaire, mais tout est étouffé par des pressions politiques ou économiques, sans suite judiciaire sérieuse, les faits est le même. Le message envoyé, c'est « les protections, c'est du bidon ». Il y a une phrase choc dans le texte là-dessus. Euh, les institutions indifférentes aux représailles enseignent de fait à leurs employés que le silence est plus sûr que l'intégrité. C'est brutal.
C'est brutal, mais ça résume bien. L'impact de cette indifférence, il est énorme. Ça ne fait pas qu'échouer à protéger, ça détruit la confiance. Si les garanties promises sont du vent, pourquoi quelqu'un prendrait le risque de parler? Ça jette le doute sur tous les discours anticorruption, forcément. Exactement. Quand l'application suit pas, les promesses sonnent creux, le cynisme s'installe. Ok, donc peur des représailles directes et peur que les protections ne servent à rien. C'est quoi la troisième pièce de ce puzzle de la peur? La troisième dimension, c'est l'impunité systémique, peut-être la plus insidieuse. Là, la peur n'est plus liée seulement à l'acte de dénoncer, elle devient un état permanent, une culture. Ça arrive quand la corruption n'est plus un accident, mais une pratique courante, tolérée, presque normale pour faire avancer les choses. Le fameux système. Et surtout, quand ceux qui s'y adonnent ne subissent quasiment jamais de conséquences sérieuses. Donc si je vois que tricher paye et être honnête coûte cher, le choix est vite fait malheureusement. C'est ça. Dans ce genre d'environnement, le courage de dénoncer, ça peut être vu non pas comme une vertu, mais comme de la naïveté dangereuse, de l'imprudence. La survie pro, sociale, parfois physique, semble dépendre de ta capacité à jouer le jeu, ou au moins à fermer les yeux. Hmm. L'absence de sanctions crédibles transforme le dilemme moral en pur calcul de risque personnel. Et l'option la plus rationnelle à court terme, c'est souvent le silence complice. Et j'imagine que ces trois dimensions, vulnérabilité, indifférence, impunité, elles sont liées. Elles fonctionnent pas en silo, hein. Non, et c'est un point clé de l'analyse. Elles sont profondément interconnectées, elles se nourrissent les unes les autres. L'impunité renforce l'indifférence. Pourquoi enquêter si personne n'est jamais puni? Logique. L'indifférence augmente la vulnérabilité. Si personne ne protège, le risque est maximal. Et la vulnérabilité, bien sûr, alimente le silence qui permet à l'impunité de continuer. C'est ce cercle vicieux que la source appelle l'architecture de la peur. L'architecture de la peur. L'expression est forte. Ça suggère quelque chose de construit presque, voulu. Ou en tout cas quelque chose qui résulte de négligence, de choix systémiques cumulés. Et l'idée qui suit, c'est que si c'est une architecture, alors on peut la démanteler. Pour combattre la corruption, il ne faudrait pas juste punir quelques personnes, mais s'attaquer aux fondations de cette peur. Alors, comment on fait? Si la peur est si ancrée, c'est quoi la solution proposée par l'ACI dans ce premier texte? La réponse principale, elle tourne autour d'un mot, la certitude. Pas la possibilité d'être protégé, non. La certitude que parler ne mènera pas à la catastrophe personnelle. Il faut casser ce calcul rationnel qui pousse au silence. Créer cette certitude, ça paraît être un défi énorme, quand même. C'est un défi immense. La source le nie pas. Mais elle insiste. La protection ne doit pas être juste juridique et discrète. Pour changer la culture, elle doit être visible, publique et même valorisante. Valorisante? Comment ça? Les termes sont forts. Les lanceurs d'alerte, les réformateurs, ceux qui choisissent l'intégrité, ils ne devraient pas seulement être non punis, ils devraient être visiblement soutenus, publiquement reconnus pour leur courage et socialement honorés, comme des exemples. Donc, pas juste éviter le pire pour eux, mais carrément en faire quelque chose de positif. Inverser la logique actuelle. C'est exactement ça. L'idée, c'est que la peur perd son pouvoir quand le courage gagne en statut social, en reconnaissance concrète. Il faut créer un climat où l'intégrité est non seulement sûre, mais aussi valorisée, récompensée, au moins symboliquement et publiquement. Ah oui, C'est seulement comme ça que la balance du calcul rationnel peut commencer à pencher du côté de la parole, de l'action, plutôt que du silence. ça implique un changement de regard assez radical sur la lutte anticorruption elle-même, non? Oui, ça suggère de déplacer un peu le projecteur. On pense beaucoup à punir les corrompus. C'est nécessaire, bien sûr, mais cette analyse met l'accent sur l'autre côté. Comment protéger, encourager, honorer les honnêtes. Les premières lignes de défense, en fait. Voilà, le cœur éthique de la lutte, ce serait autant, sinon plus, de protéger les justes que de punir les coupables. Et ça a des conséquences directes sur la mobilisation des gens, j'imagine. Absolument. La source est claire là-dessus. Une institution, un gouvernement, une entreprise qui n'arrive pas à garantir une protection crédible et visible à ceux qui signalent des problèmes, elle ne peut pas espérer que les gens s'engagent. Pourquoi risquer sa peau pour un système qui vous lâche chayer? Exactement. L'engagement naît de la confiance mutuelle. Le système doit montrer qu'il protège ceux qui le défendent. Ok, donc, si on résume cette première partie de la série de la ACI, la corruption vit grâce au silence. Ce silence vient d'une peur profonde, et cette peur a trois pieds. La crainte des représailles perso, le constat que les protections sont bidons, et l'idée que les pourris s'en sortent toujours. C'est une bonne synthèse, oui. Et le message central qui en sort, il est limpide.
Vouloir la redevabilité, que chacun en rende compte, sans d'abord s'attaquer à cette peur, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Libérer les gens de la peur, c'est pas une option, c'est la condition sine qua non pour que la redevabilité devienne une réalité. Une réalité vécue, pas juste un mot dans les discours. Et la première étape pour démonter cette architecture de la peur, ce serait donc de commencer à vraiment protéger, soutenir et même fêter ceux qui choisissent l'intégrité? C'est le point de départ incontournable, d'après cette analyse. Changer la norme, faire que le courage soit pas seulement possible, mais encouragé, admiré. La conclusion de cette partie est d'ailleurs un appel à l'action et un certain optimisme. Le silence qui nourrit la corruption est une création humaine. Il peut et doit être défait. Ça redonne un peu d'espoir quand même. Ça souligne que si c'est construit, on peut le déconstruire. Et rappelons que ce n'est que le début, partie 1 sur 5. Les prochaines analyses de la SCAI s'annoncent tout aussi denses. On y parlera de lâcheté institutionnelle, de la différence entre protection symbolique et protection réelle, comment bâtir des organisations plus intrépides, le rôle du courage moral. Des sujets passionnants. Ça donne envie de creuser tout ça, hein. Et il est important de rappeler que cette série est produite et diffusée par The American Anti-Corruption Institute, ASCI, via Notebook LM. Leur but, c'est vraiment de contribuer à la sensibilisation et à l'éducation mondiale sur ces enjeux. C'est un travail essentiel. Et pour finir, peut-être une question qui prolonge un peu la réflexion de cette source. Si on accepte que le silence est en grande partie un comportement appris, conditionné par la peur, renforcé par l'inaction, alors, très concrètement, quelle pourrait être la première mesure spécifique, visible, qu'une institution publique, privée, peu importe, pourrait prendre, allez, disons dès demain pour commencer à inverser la vapeur, pour montrer qu'elle commence à récompenser le courage au lieu de le punir. Juste une première étape pour amorcer le démantèlement de cette culture du silence. Excellente question pour réfléchir. C'est une question ouverte, mais c'est là que l'analyse doit mener, non? Vers l'action